Bonjour à tous. Merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette Malte Academy aujourd'hui. En attendant que tout le monde se connecte, est-ce que vous pouvez bien me dire dans le chat, s'il vous plaît, si vous entendez bien et si vous nous voyez bien? Kevin aussi, tu peux dire un petit mot. Comme ça, on vérifie que ton micro fonctionne bien. Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Et aussi que vous voyez bien mon écran. Bon, il semblerait que tout marche. Merci. Parfait. Super. Ok. Bon, merci beaucoup à tout le monde d'être là. Enchantée. Je suis Chloé, je travaille dans l'équipe community chez Malte et j'aide à la coordination du coup des Malte Academy. Et aujourd'hui, ce sera Kevin qui nous fera l'honneur d'animer cette Malte Academy pour nous en parler davantage sur le sujet de Terraform et comment développer son propre plugin. En attendant que tout le monde se connecte, du coup, moi, je vais faire une petite introduction de ce que c'est que Malte pour peut-être les gens qui sont ici et qui ne connaissent pas. Donc, les Malte Academy sont proposées par Malte pour permettre à la communauté de freelance d'avoir un accès rapide à une formation, notamment par d'autres freelances de la plateforme ou des intervenants extérieurs comme Kevin aujourd'hui. Pour rappel, du coup, Malte, c'est une plateforme de mise en relation entre freelance et clients. On a aujourd'hui la chance de collaborer avec la plus grande communauté de freelance en France, mais aussi en Europe, soit plus de 80 000 freelances. En Allemagne et également en Espagne, avec également une communauté de 90 000 clients qui travaillent avec nous sur Malte. Si aujourd'hui d'ailleurs, nous on recherche beaucoup des profils de DevOps sur la plateforme parce que ça fait partie des profils qui sont très recherchés par nos clients. Donc si vous êtes intéressé d'avoir une idée un petit peu des opportunités qu'il y a en cours, n'hésitez pas à nous communiquer, à nous contacter à l'adresse community@malte.com. On se fera un plaisir d'échanger avec vous et de vous présenter un peu plus en détail la plateforme. Donc voilà, je vais laisser la parole maintenant à Kevin. N'hésitez pas à poser vos questions pendant la séance dans la partie questions. Ça permettra à Kevin d'avoir toutes les questions centralisées et de pouvoir y répondre plus facilement. Et à converser dans l'onglet chat si vous voulez réagir et interagir pendant la séance. Bonne Malte Academy à tous. Et puis Kevin, je te laisse le micro. Ça marche, merci Chloé. Alors, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle Malte Academy. Donc effectivement, comme le disait Chloé, aujourd'hui on va échanger un petit peu sur la partie Terraform et un petit peu plus sur la partie développement de plugins et voir ensemble comment on peut développer son propre plugin. Alors soit pour soi en interne, pour ses équipes, ou pourquoi pas pour ses clients pour interagir avec des ressources que vous exposeriez au travers d'une API. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, moi, je m'appelle Kevin Frappin. Je travaille en tant que SRE/DevOps chez Intercloud. Alors, Intercloud, qu'est-ce que c'est? Intercloud, c'est une société qui a été fondée maintenant il y a un petit peu plus de 10 ans. Et comme son nom l'indique, son objectif, c'est de interconnecter les grands clouds du monde. Donc, dans les grands clouds du monde, on retrouve les grands acteurs, tels que AWS ou Azure ou GCP. Et le cas typique, en fait, où Intercloud peut vous aider, c'est pour interconnecter vos données et les faire transiter. Typiquement, aujourd'hui, si vous avez déjà des problématiques de ce type, comme avoir des databases, on va dire chez AWS en Europe, et des applicatifs déployés chez Azure aux États-Unis, pour faire transiter vos données, vous avez deux choix. Le premier choix, c'est utiliser le réseau Internet pour faire transiter ces données. Donc là, vous avez pas de garantie de débit, pas de garantie sur la latence, et puis des choses qui peuvent varier. Ou alors, vous pouvez faire confiance à une société comme Intercloud pour interconnecter justement ces deux entités. Et grâce à Intercloud, du coup, vos données transitent sur un backbone privé, ce qui vous permet d'avoir de la sécurité, des garanties sur la latence, la bande passante, etc. Donc aujourd'hui, il y a des grands comptes qui nous font confiance, comme LVMH, la SNCF, etc. Donc si vous rencontrez des problématiques de ce type ou vous en avez déjà rencontré, n'hésitez pas à me contacter, je saurai vous mettre en contact avec les bonnes personnes chez nous pour vous aider à trouver des solutions à vos problèmes. Bien entendu, on offre un panel de services qui est bien plus large que la simple interconnectivité des CSP. Pour faire rapide, aujourd'hui, Intercloud est localisé un petit peu partout dans le monde. Enfin, on couvre beaucoup de régions dans le monde, et notamment États-Unis, Europe
Asie et Pacifique, où on va pouvoir interconnecter, voilà, effectivement, les grands clouds, que ce soit sur la région nord-américaine ou sud-américaine, comme en Asie, Japon et Chine. Voilà pour la partie Intercloud. Moi, là-bas, ma mission chez Intercloud, c'est donc de faire un petit peu de SRE et de DevOps. Donc, mes missions, elles s'orientent essentiellement sur la gestion de l'infrastructure. Donc, aujourd'hui, nous, notre infrastructure côté software, on la déploie sur AWS et on construit notre infrastructure grâce à Terraform. Du coup, ça va être l'occasion d'en parler un petit peu plus aujourd'hui. Et de gérer également tout ce qui va être résilience et mise à l'échelle de nos applicatifs. Et également de faire du monitoring, de l'alerting, notamment avec un outil comme Datadog. Et pour ceux qui font du DevOps au quotidien, également faire un petit peu d'orchestration et d'automatisation sur tout ça. Donc, automatisation grâce à des pipelines, de la CI/CD, notamment sur GitLab, et de l'orchestration avec de la containerisation applicative sous Docker. Donc voilà pour ma part, pour ma présentation. Et aujourd'hui, donc, on va parler de Terraform et notamment de la partie plugin. Avant d'aller plus dans le détail, Terraform, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui n'ont pas encore eu l'occasion de travailler avec? Terraform, c'est un outil qu'on appelle d'infrastructure as code. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on écrit des fichiers de configuration de texte afin de déployer de l'infrastructure. Typiquement, on écrit des fichiers JSON dans lesquels on va déclarer de l'infrastructure, donc une database, une machine virtuelle. Tout ça, on va l'écrire dans un fichier texte, un fichier qui sera lu ensuite par Terraform, et ça va nous permettre de déployer de l'infrastructure à partir de fichiers. Donc ça a des grands avantages. Qui dit fichier dit qu'on peut versionner par-dessus, mettre de la CI/CD, des choses comme ça, et ça nous permet en fait de garder un historique, une trace de notre infrastructure et de la voir évoluer dans le temps, savoir ce qui a été modifié, ajouté, supprimé et par qui. Ça nous permet aussi d'avoir une infrastructure dite reproductible. À tout moment, à partir de ce même fichier, je vais pouvoir détruire, reconstruire mon infrastructure, et à chaque fois, j'aurai toujours le même résultat, la même infrastructure qui sera montée, quel que soit le moment où ça a été joué ou la personne ayant déclenché la création. C'est aussi un outil qui se dit agnostique, parce qu'aujourd'hui, en fait, Terraform propose des plugins, des providers, pour gérer de l'infrastructure sur les grands clouds d'aujourd'hui, donc AWS, Azure. Et on va pouvoir, même si on utilise différents clouds pour notre infrastructure, on va pouvoir tout gérer à partir de plusieurs fichiers de configuration et avec un seul outil qui est donc Terraform. Cet outil est open source et créé par HashiCorp, société américaine. Là, sur le côté, on peut voir différents logos. Donc, en fait, sur la registry de Terraform, qui est une sorte de librairie en ligne, on peut retrouver tous les plugins de ces différents providers, donc AWS, Azure, Google. Il y a aussi des providers pour Kubernetes. On a, nous, chez Intercloud, l'équipe software qui a développé un plugin Terraform pour gérer les ressources d'Intercloud au travers du plugin. Et l'idée aujourd'hui, c'est de voir, vous imaginez votre société avoir son logo également de disponible sur la registry de Terraform pour y publier votre provider et laisser l'opportunité à vos clients éventuellement de pouvoir manager votre infrastructure, ou en tout cas vos ressources, à travers un provider Terraform. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, là, on va faire une petite démonstration en plusieurs étapes. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, j'essaierai d'y revenir de temps en temps pour éviter que vous soyez perdus et qu'on essaye d'avancer ensemble assez facilement. Avant d'aller dans le détail du développement et du code, ce qu'on va faire, c'est déjà voir les grands concepts de Terraform. Donc, Terraform, aujourd'hui, c'est découpable, ou en tout cas, on peut le voir comme deux gros éléments. Il y a le core et les providers. Alors, le core, qu'est-ce que c'est? Le core, c'est le binaire qu'on peut télécharger sur le site d'HashiCorp et qui nous permet ensuite de gérer notre infrastructure. Et les providers ou plugins, c'est deux termes différents pour dire exactement la même chose. Ce sont eux qui vont gérer la partie création et gestion des ressources sur l'API du provider. Le core, ces grandes fonctionnalités, elles sont listées ici. Qu'est-ce qui va nous apporter en tant que tel? Le core, c'est la gestion des configurations et des modules. Quand on va écrire un fichier de configuration Terraform, on va peut-être créer des ressources sur AWS. Et ça, ces ressources sur AWS, elles ont besoin d'un provider, d'un plugin AWS pour créer ces ressources. Donc, quand on va écrire notre fichier de configuration, lui, Terraform, quand il ira le lire, il verra qu'on a une dépendance vers AWS et il ira automatiquement télécharger le binaire
pour gérer les ressources sur AWS. Donc ça, c'est une des fonctionnalités du corps. Une autre fonctionnalité du corps, c'est la gestion de ce qu'on appelle le state. Quand on va déployer de l'infrastructure, Terraform il va créer un fichier, un tf-state, qui nous permet en fait d'avoir une représentation textuelle de notre infrastructure qui a été déployée dans le cloud. Il permet également de gérer les ressources sous forme de graphe. Quand dans Terraform, on crée ce qu'on appelle des ressources, donc une ressource, ça peut être une machine virtuelle, une database. Quand on crée ces ressources, parfois elles ont des dépendances les unes avec les autres. Par exemple, sur AWS, je ne peux pas déployer une machine virtuelle avant d'avoir créé un subnet. Eh bien ça, c'est le corps qui va s'occuper de ça. Il va s'occuper de gérer ce qu'on appelle un graphe de dépendance pour savoir si des ressources doivent être créées séquentiellement les unes après les autres ou si elles peuvent être créées de manière parallèle. Et du coup, quand on déploie de la ressource, le corps, lui, ce qu'il va faire, c'est déléguer cette création. Et la déléguer à qui? Il va la déléguer au provider. Il va invoquer les plugins en RPC pour que ces plugins, derrière, eux, puissent aller interagir avec l'API, typiquement l'API d'AWS, et créer les ressources sur le cloud. Du coup, nous, la partie qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la partie plugin. Le plugin, lui, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il va réaliser comme travail? C'est implémenter des interfaces. C'est-à-dire que Terraform nous fournit un SDK, et ce SDK, en fait, on va implémenter des interfaces qui sont exposées pour qu'ensuite, quand le corps nous appelle, que ces interfaces puissent être appelées pour derrière aller gérer de la ressource. Donc typiquement, on va implémenter des interfaces qui vont permettre d'aller créer des ressources sur l'API, les détruire, les mettre à jour. Donc c'est le plugin qui va gérer les appels à l'API. C'est également lui qui va s'occuper de la partie authentification, parce que généralement sur les API, il y a de l'authentification, hein, qu'il soit par token, login, mot de passe. Donc ça, c'est le plugin également qui le gère. On va le voir ensemble. Et dans le plugin, le plus important, c'est là où on définit ce qu'on appelle des ressources et des data sources. Les ressources, ce sont les ressources que l'on peut créer, mettre à jour, supprimer. Typiquement, créer une machine virtuelle, la mettre à jour, la supprimer. Et les data sources, c'est pour faire de la lecture seule, c'est-à-dire récupérer un élément sur l'API à partir d'un identifiant. Donc ça, c'est pareil, on va le voir ensemble. Donc on va se concentrer, nous, aujourd'hui, sur le développement de cette partie, le Terraform Provider. Avant d'aller un petit peu plus dans le détail et dans le code, il y a des bonnes pratiques qui sont fournies par HashiCorp et qu'il faut essayer de suivre quand on développe un plugin. Ce qu'il est important de faire, c'est de mapper une ressource Terraform avec un objet d'API, c'est-à-dire que votre API, généralement, elle expose déjà des objets qui sont des sortes de représentations métiers. Et du coup, quand on crée une ressource côté Terraform, on essaye de la faire matcher au plus près du modèle de l'API. Ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que ça permet la composition et ça permet la maintenance facilitée. Quand votre API elle va évoluer, si de nouveaux attributs apparaissent, par exemple, sur un objet, ce sera très simple de mettre à jour le plugin Terraform et de rajouter un nouvel attribut sur une ressource qui est mappée en face de l'objet d'API. Ça a un autre avantage, c'est que si vous avez déjà des clients ou des utilisateurs qui sont habitués à utiliser votre API, quand ils vont faire la transition sur Terraform, ils ne seront pas perdus, puisqu'en fait, la représentation Terraform sera quasi similaire à la représentation API, ce qui permettra une transition simplifiée pour passer de l'API à Terraform. Il y a une autre chose qui est importante, c'est que les ressources doivent être importables. Importables, qu'est-ce que ça veut dire? Les clients que vous avez déjà aujourd'hui, qui ont déjà managé de la ressource sur votre API, via curl ou n'importe quel client HTTP, ces ressources-là, peut-être que demain, ils voudront les importer dans Terraform pour pouvoir les gérer dans Terraform. Donc, il est important en fait de mettre en place un mécanisme qui permettra aux gens qui ont utilisé l'API et qui veulent continuer d'utiliser l'API d'importer ces ressources dans Terraform, dans le fichier state, pour avoir toujours cette belle représentation textuelle de ce qui est l'infrastructure déployée sur le cloud, même si elle n'a pas été déployée via Terraform. Et enfin, il y a un point qui est important, c'est la gestion de la rétrocompatibilité. Lorsque vous allez créer un plugin, vous allez forcément le faire évoluer. Et ce qu'il est important de voir, c'est que quand on a des utilisateurs qui déploient de l'infrastructure avec une version 1, quand on déploiera, ou en tout cas quand on sortira une version 2, il sera important que la transition elle soit la plus simple possible pour les utilisateurs. C'est-à-dire que tous les mécanismes d'upgrade ou de choses comme ça devront être masqués et que les utilisateurs n'aient que peu d'actions à réaliser pour passer d'une version 1 à une version 2.
L'objectif, c'est de garder à l'esprit que les utilisateurs ne doivent pas être frustrés lorsque une nouvelle version sort de votre plugin et qu'il n'est pas besoin de reconstruire intégralement l'infrastructure. Donc pour ça, Terraform propose des mécanismes pour simplifier l'upgrade entre des versions. Donc voilà pour les bonnes pratiques. Du coup, là aujourd'hui, on va prendre un petit scénario assez simple pour le cas d'usage. Et ce scénario, c'est le suivant. Donc moi, je m'appelle Kevin, je viens de monter un petit business en ligne qui s'appelle TheFlix. Alors TheFlix, qu'est-ce que c'est? TheFlix, c'est votre catalogue en ligne. TheFlix, c'est rien de plus qu'une API aujourd'hui qui permet à nos clients de gérer leur liste de films en ligne. Bon, vous allez me dire, ce n'est pas un business très fructueux, mais bon. L'objectif n'étant pas là, l'objectif étant de se dire, bah voilà, nous aujourd'hui on a bossé avec l'équipe, on a une API qui est fonctionnelle, que nos clients utilisent déjà. Cette API, elle fait peu de choses pour le moment. Elle gère uniquement des collections de movies. Des movies, qu'est-ce que c'est? C'est simplement des films qui sont définis par deux attributs, un nom et un ID. Bon, c'est pas la grosse API, mais on s'est dit qu'avec l'équipe, puisque les clients étaient assez satisfaits de l'API, on aimerait proposer un plugin Terraform à nos clients pour qu'ils puissent également gérer leur liste de movies au travers d'un plugin Terraform et donc au travers de Terraform et au travers de fichiers de configuration, puisque les fichiers de configuration leur apporteront la capacité de faire du versionning, de mettre de la pipeline s'ils le souhaitent, etc. Donc aujourd'hui, notre API, elle gère de simples collections de movies. Elle expose les différentes méthodes HTTP POST pour la création d'un movie, le GET pour sa lecture, le patch pour la mise à jour, et le delete pour sa suppression. Donc nous, on va se concentrer sur la partie du milieu pour le développement du provider, qui fera des appels à notre API qui est déjà existante pour aller y créer des ressources. Le plan de développement, avant de se lancer bille en tête, on va un petit peu réfléchir et savoir comment développer la chose. Avant de commencer, il est important déjà, c'est de faire le choix du SDK Terraform qu'on va utiliser pour créer notre plugin, notre provider. Terraform propose aujourd'hui deux SDK, le SDK V2 et le Terraform Plugin Framework. Le SDK V2, c'est le framework qui est aujourd'hui le plus utilisé par l'ensemble des providers disponibles sur la registrie, cette petite bibliothèque en ligne. Il a été battle-testé, il est complet, fonctionnel, très stable. Et donc aujourd'hui, nous, on va utiliser ce SDK pour développer notre plugin. On n'utilisera pas et on mettra donc de côté le Terraform Plugin Framework. Une fois qu'on a fait le choix de notre SDK, on va commencer par implémenter une data source. Donc cette data source, comme je disais tout à l'heure, c'est juste un mécanisme de lecture sur notre API, d'aller récupérer une ressource via un identifiant. Donc on commencera par implémenter une data source. Une fois qu'on aura implémenté une data source, on pourra implémenter une ressource. Donc là, implémentation de ressources, on sera capable du coup, à travers le fichier de configuration Terraform, de créer des ressources sur notre API, les manager, les faire vivre, les mettre à jour et les supprimer. Une fois que ça, ce sera bon, on pourra ensuite ajouter l'authentification sur notre provider pour être capable de s'authentifier sur nos API qui seront ensuite protégées. Alors, je vais faire un simple passage sur les questions pour voir s'il y en a. Est-ce que tu connais les différences concrètes entre le SDK V2 et le Terraform Plugin Framework? Eh bien non, je ne connais pas les différences entre les deux. Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec le Terraform Plugin Framework. Cependant, sur le site de Terraform, vous trouverez une page en fait qui va vous permettre de savoir si vous devez utiliser le SDK V2 ou le Terraform Plugin Framework en fonction de vos besoins. Donc il y a une page qui est dédiée qui vous permet un petit peu de faire votre choix. Et du coup, nous allons pouvoir continuer. Donc, première partie. Initialisation, on va commencer à coder notre plugin. Et pour ça, on va commencer avec quelques fichiers uniquement. Donc, deux fichiers Go, un fichier main.go, un fichier provider.go qu'on va voir ensemble. On aura les deux fichiers de modules pour les dépendances, le GoMod, le GoSum, ils nous intéressent très peu. Et puis, le GNU Makefile. Pour se simplifier la vie, il y a un petit Makefile qui nous permet de faire des make install pour lancer les builds et les installations locales du plugin. Et du coup, on va pouvoir commencer ensemble et je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Donc ici, on retrouve notre répertoire
pour notre provider, donc le Terraform Provider TheFlix. On a notre fichier GoMod, notre fichier GoSum, et là, le premier fichier qui nous intéresse, le main.go. On retrouve dans le main.go deux imports. L'import du SDK V2, puisque nous avons choisi de travailler avec le SDK V2, on l'importe ici, et on importe également le provider TheFlix, dont on pourra ouvrir tout à l'heure le fichier provider.go. Ici, on fait une seule chose, on appelle une méthode fournie par le Terraform SDK V2, qui va permettre en fait de dire voici la fonction pour mon provider qui sera ensuite utilisée par Terraform. Donc ici, peu de choses intéressantes. Les choses les plus intéressantes vont être dans le provider.go, où ici, en fait, on va définir un schéma de provider qui pourra ensuite être utilisé par Terraform lorsque l'on appellera Terraform sur des fichiers de configuration pour l'API TheFlix. Un provider, qu'est-ce que c'est? Un provider, ce n'est pas grand-chose, c'est configuré surtout avec trois éléments. Une liste de ressources que peut manager le provider. Actuellement, on n'en a défini aucune. Une liste de data sources que peut également gérer le provider. Pour le moment, on n'en a pas non plus. Et un schéma de configuration. En gros, un provider, ce qu'on peut faire généralement, si vous avez eu l'habitude d'utiliser Terraform, on peut les configurer. On a des attributs de configuration dans le provider qui nous permettent par exemple d'ajouter un token d'API au moment de la configuration du provider. Donc là, c'est pareil, on n'en a pas. On a fait quelque chose de très basique, on a juste initialisé le repo et le provider. À présent, on a un GNU Makefile, donc je vais pouvoir faire un make install pour vérifier que mon code est OK et installer mon plugin localement. Make install, il n'y a pas grand-chose, c'est juste un go build. Il ne plante pas, donc du coup le code est bon. En tout cas, on va dire syntaxiquement. Et il déplace, une fois que le binaire est créé, le plugin, il le déplace dans un répertoire local. Et ça va me permettre en fait de pouvoir tester localement mon plugin au fur et à mesure des développements. Terraform, quand je vais tout à l'heure l'utiliser pour aller créer des ressources, il a besoin en fait de ce plugin, de ce module TheFlix. En l'installant localement, il n'ira pas le chercher sur la registrie, il le trouvera en local et il sera capable de l'utiliser pour ensuite manager les ressources. Donc voilà, là on a fait la step 0. La step 0, c'était juste l'initialisation du fichier main.go, provider.go. Donc on a un provider qui est vide, qui ne fait rien, mais il est prêt à être implémenté. Et la première étape, ça va être l'implémentation d'une data source. Une data source, comme je disais tout à l'heure, c'est uniquement un mécanisme de lecture sur l'API, de récupération de ressources via par exemple un identifiant. Donc on va créer un nouveau fichier qui va être le datasourcemovie.go. Donc data_source, c'est un petit peu les règles de nomenclature qu'il faut suivre, qui sont promulguées par HashiCorp. Ce datasourcemovie.go, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un appel à notre API TheFlix pour pouvoir récupérer un movie via son identifiant, tout simplement. Donc, un mécanisme de lecture seul, un simple get. Une fois que cette data source elle est bien implémentée, on va pouvoir la déclarer dans notre provider et on pourra ensuite l'utiliser sur un fichier Terraform et faire un Terraform apply. Donc ça, c'est notre step 1. Du coup, ce que je vais faire, c'est que moi, le code est déjà prêt à l'avance. Je vais simplement faire un checkout de ma step 1 et nous allons voir ensemble le code qui a été rajouté pour pouvoir faire de la lecture via la data source. Donc je passe sur ma step numéro 1. On voit apparaître ici un nouveau fichier datasourcemovie.go et on va regarder ensemble ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, dans le datasourcemovie.go, on définit une data source qui possède un read context. Puisque la data source ne fait que de la lecture, on va simplement définir une méthode de lecture qui va nous permettre d'aller lire la ressource sur l'API TheFlix. Comme je le disais tout à l'heure, quand on définit une data source ou une ressource, il est important de la mapper au plus près de nos objets métiers, de nos objets d'API. On ne l'a pas encore vu ensemble, mais je vais vous le montrer tout de suite. Lorsque l'on crée un film est uniquement défini par son identifiant et son nom. Donc, avant d'aller plus loin, on va faire un petit tour sur Insomnia et on va voir ensemble la structure d'un film. Donc moi, j'ai codé un petit serveur en Go juste pour pouvoir simuler une API TheFlix en local. Maintenant, si je vais sur Insomnia,
j'ai différents endpoints. J'ai un endpoint qui me permet de récupérer tous les films. Donc, je clique. Je n'ai aucun film puisque pour le moment, je n'en ai créé aucun. Tous les films sont in memory. Donc, on va pouvoir créer un film tout de suite. Donc, je vais créer un film. Son nom, c'est Terminator 2. Voilà. Et quand je fais le Get All, on va bien vérifier. Voilà. Donc, on a une liste de films. On a un film qui s'appelle Terminator 2. Et on voit que la structure métier de notre film, elle est assez simple. C'est un objet qui est composé d'un attribut name et d'un attribut ID. Du coup, de manière assez simple, dans Terraform, je définis un schéma qui possède un ID et un name. On essaye de suivre les bonnes pratiques, on match au plus près de l'objet métier. Maintenant qu'on a défini notre objet, on définit la méthode qui permet d'aller récupérer un objet sur notre API TheFlix. Et cette méthode, c'est la suivante. C'est une simple méthode read. Alors, il ne faut pas regarder le code dans le détail, ce n'est pas forcément fait au plus propre. L'idée, c'est juste de montrer comment on va faire. Eh bien, on va récupérer un ID qu'on va passer à Terraform via un fichier de configuration. On va le voir juste après. Et à partir de cet ID, la méthode read, elle va faire un simple appel HTTP en GET sur notre endpoint TheFlix/movie, et on va récupérer notre film à partir de son identifiant. C'est tout ce que va faire la data source, c'est aller récupérer un film à partir de son identifiant. Du coup, une fois que ce morceau de code est prêt, que notre data source est prête, on peut la déclarer dans notre provider. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire à Terraform, quand il va charger le binaire, eh bien, il y a un type de data source qui est géré par le plugin TheFlix, et cette data source, c'est celle-ci. TheFlix_movie, et on lui passe la méthode qu'on vient de d'écrire dans le fichier datasource movie.go. Donc là, à partir de là, on a un plugin qui est opérationnel pour aller lire un film sur l'API TheFlix. Notre binaire, on a modifié notre code, donc il faut qu'on réinstalle localement notre binaire, qu'on le compile et qu'on le réinstalle, pour que Terraform puisse utiliser la dernière version écrite. Un make install, et voilà. Donc on a notre nouvelle version binaire installée localement. Du coup, l'intérêt maintenant pour nos clients, c'est de pouvoir utiliser ce binaire, et eux, ils vont l'utiliser au travers de fichiers de configuration Terraform. Et on va voir tout de suite à quoi vont ressembler ces fichiers. On va avoir un fichier, on peut avoir un fichier en tout cas provider.tf dans lequel on va déclarer eh bien, qu'on a besoin d'un provider qui s'appelle TheFlix dans sa version 0.1. Et ce provider, ici, ne possède pour le moment aucun élément de configuration. En effet, on n'a pas encore déclaré d'attribut de configuration, on a simplement déclaré une data source. Et ça se traduit ici. Pour ceux qui ont déjà utilisé un petit peu Terraform, eh bien, je déclare une data source de type TheFlixMovie. Donc là, on retrouve la nomenclature qu'on avait dans le code Go tout à l'heure. Et on va pouvoir récupérer un film à partir de son identifiant. Donc ici, moi, je vais récupérer sur Insomnia l'identifiant du film que j'ai créé tout à l'heure. Enfin, c'est le même ici. Je peux le mettre à présent dans ma data source. Et une fois que moi j'ai récupéré cet élément TheFlixMovie, eh bien moi je voudrais bien savoir quel est son nom et l'outputer du coup directement via Terraform. C'est pour ça que je déclare un output. Hop. Donc maintenant, je vais faire un Terraform init. L'objectif là, c'est de dire à Terraform tu as besoin du provider TheFlix, va le chercher et prépare-toi à exécuter ensuite des commandes. En tout cas, initialise le repo pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser Terraform. Cette commande, elle est quasiment jouée à chaque démarrage pour avoir l'ensemble des modules nécessaires. Et ensuite, je peux jouer un apply sur mes fichiers de configuration Terraform. Et là, déjà, on voit que Terraform a fait appel au plugin et qu'il a déjà allé chercher de l'information sur l'API, puisqu'on voit le name associé à l'ID qui est déjà revenu. Donc là, il me demande simplement si je veux écrire cet output dans le state. Je dis oui. Et du coup, on a un nouvel output qui vient d'arriver, myMovie, et on voit qu'on a réussi, à partir d'un identifiant, à récupérer le nom de notre film. Donc là, on a réussi une chose, on a réussi à écrire notre première data source qui permet d'aller récupérer un élément, un movie, à partir de son identifiant. Excusez-moi.
Avant de passer à l'étape suivante, je vais simplement regarder s'il y a des questions. Non. OK, parfait. On va pouvoir continuer. Une fois qu'on a implémenté une data source, on est très content, mais l'idée, ce serait de donner la possibilité à nos utilisateurs de pouvoir créer des ressources. Créer des ressources de type Movie directement dans Terraform, et pas uniquement les lire. Et pour ça, on va créer un nouveau fichier qui va être un fichier ressourcemovie.go. De manière similaire à la data source, il va faire des appels à l'API REST, mais cette fois, il s'occupera de faire des appels pour faire le post, le get, le patch ou le delete en fonction de ce qu'on souhaite faire. Ici, là, on ne va pas s'occuper de l'update et du delete. On va s'occuper uniquement de la création et de la lecture. Donc, dans cette étape numéro 2, on va pouvoir créer une ressource de type Movie et la lire. Et ensuite, on pourra également jouer un Terraform Apply pour aller créer de la ressource via un fichier de configuration Terraform. Dans l'étape numéro 3, on verra la partie Update et Delete. Alors, on va passer dans l'étape numéro 2. Voilà. Alors, qu'est-ce qui a changé au niveau du code? On a un nouveau fichier Go qui est apparu, ressourcemovie.go. Tout à l'heure, vu qu'on avait une data source, on avait uniquement la partie lecture de contexte, enfin le contexte de lecture, qui faisait le get à l'API. Aujourd'hui, notre ressource, elle a besoin d'être créée, donc on va avoir une méthode qui permet de créer la ressource, d'être mise à jour ou d'être supprimée. On va avoir toutes les méthodes associées qui vont permettre du coup de faire les appels à l'API pour faire le post, le patch, le delete et le get. De manière similaire à la data source, notre ressource, on va la faire matcher au plus près de notre objet d'API. Et donc, il va posséder un ID et un name. L'ID est spécifié comme étant computed, c'est-à-dire que notre ID ne sera connu qu'après avoir appelé l'API et créé la ressource sur l'API. Le name, cependant, est required, puisqu'on ne peut pas créer un film sans avoir déclaré son nom auparavant dans le fichier de configuration Terraform. Donc, si on jette un petit coup d'œil aux différentes méthodes, on va voir que la méthode create s'occupe de faire un simple post sur notre API TheFlix et va créer donc un film avec son nom qui sera déclaré dans le fichier de configuration Terraform. Le read est similaire à ce qui a été fait sur la data source. On va récupérer un film à partir de son identifiant une fois qu'il a été créé. Une fois que notre ressource movie elle a été correctement codée, on peut déclarer, donc ici on a notre data source de tout à l'heure, la data source movie, on peut à présent déclarer une nouvelle ressource, la première, une TheFlix Movie, qui va nous permettre de créer des ressources de type movie. Voilà, donc là on a juste eu à ajouter un nouveau fichier, implémenter les méthodes de création, mise à jour, suppression, et déclarer une nouvelle ressource dans notre provider.go. Une fois que ça c'est bon, on peut faire de nouveau un make install pour compiler cette nouvelle version et l'installer localement. Voilà. On va pouvoir... Alors là, je supprime juste quelques éléments en fait, du run précédent Terraform. J'en ai plus besoin, donc je les supprime et ça permet de repartir sur une base propre. Et donc maintenant, on va avoir dans notre fichier de configuration main.tf, non plus une data source comme tout à l'heure, mais une ressource cette fois-ci. Et l'objectif va être, cette fois, de pouvoir créer un movie, TheFlix Movie, directement au fichier, à travers le fichier de configuration Terraform. Donc là, on va vouloir créer un film qui s'appelle Terminator 3, le soulèvement. Une fois que ce film aura été créé, l'objectif sera de pouvoir récupérer les informations sur celui-ci, et notamment son identifiant. On peut donc retourner ici. Je refais un init pour permettre à Terraform de charger la dernière version du binaire qui a été installé et de jouer un apply. À Terraform, il m'indique qu'il y a une ressource qui doit être créée. Cette ressource, on ne connaît pas encore son ID, puisqu'il sera généré après l'appel à l'API. Par contre, on connaît déjà son nom. Et il me demande si je veux le créer. Je valide.
Terraform indique que la création a bien eu lieu et on peut aller vérifier sur Insomnia, sur le Get All Movie, qu'on a effectivement un nouveau film qui est apparu, Terminator 3 le soulèvement, avec un identifiant qui a été généré. De manière similaire, si j'ouvre le Terraform TF State, j'ai ma représentation textuelle de ce qu'est mon infrastructure distante, et je peux retrouver mon output, notamment ici, avec l'identifiant de mon film et son nom. Très bien, c'est plutôt une bonne chose, sauf que là, je me suis trompé, je ne voulais pas mettre Terminator 3 le soulèvement, mais uniquement Terminator 3. Du coup, je modifie mon fichier Terraform et je rejoue un apply. Terraform a remarqué la modification et me demande si je souhaite la jouer, je dis oui. Là, Terraform pense avoir mis à jour la ressource, ce qui n'est malheureusement pas le cas, car si je reviens ici et que je fais le Get All Movie, le nom de mon film n'a toujours pas changé. Et en fait, il y a une raison à ça, c'est que dans le fichier Go, je n'ai pas implémenté la méthode d'update ni de delete. On a uniquement implémenté la méthode de création et de lecture. Du coup, on va pouvoir passer à la nouvelle étape, l'étape 3, où là, on va pouvoir mettre à jour et supprimer une ressource, et tout ça en implémentant en fait les deux méthodes qu'on vient de voir, la méthode delete, la méthode update. Ces méthodes, qu'est-ce qu'elles vont faire? De manière similaire à la création et à la lecture, on va aller appeler la méthode delete et la méthode patch pour pouvoir mettre à jour nos ressources distantes au travers de Terraform. Donc là, on va pouvoir passer dans la step numéro 3. Et on va voir ensemble ce qui a changé. Alors, qu'est-ce qui a changé? Dans la partie update, on a l'implémentation de la méthode qui vient d'arriver. Et on remarque ici un petit if qui est assez intéressant, c'est que Terraform et son SDK nous offrent des mécanismes assez intéressants, et notamment celui-ci, c'est de dire, moi la méthode patch, je n'ai pas envie de l'appeler à chaque fois. Par contre, si l'attribut name dans le fichier de configuration Terraform a changé, alors je veux appeler la méthode patch de l'API pour aller réellement mettre à jour ma ressource distante. Donc l'update, il fait un check sur le name. Si le name a changé dans le fichier de configuration Terraform, on ira appeler l'API TheFlix et on ira mettre à jour notre film. De manière similaire, le delete, lorsqu'une ressource disparaît du fichier de configuration Terraform, on va aller appeler la méthode delete et supprimer la ressource distante sur l'API TheFlix. Alors, la step numéro 3. Et du coup, au niveau de notre provider.go, on n'a rien besoin de faire puisque cette ressource, elle est déjà déclarée. Du coup, la nouvelle implémentation sera prise en charge dès qu'on aura recompilé. Donc, on va pouvoir de nouveau faire un make install. On compile, on installe la nouvelle version locale. Donc là, ça paraît rébarbatif, mais c'est parce que j'enchaîne très vite les différents morceaux de code. Mais quand on fait les tests en local, on le joue de manière assez instinctive et on teste dans la foulée. C'est installé. Je supprime les fichiers de l'ancien run qui ne m'intéressent pas. Et on va pouvoir regarder ensemble comment se comporte à présent Terraform. Alors, ici, dans mon main.tf, je crée un nouveau film, Back to the Future. On va pouvoir jouer un apply. Alors, c'est normal parce que je n'ai pas fait l'init. En fait, il a râlé parce que du coup, il ne connaissait pas le module. En tout cas, il ne l'avait pas pour lancer la création des ressources. Donc, j'ai fait l'init maintenant, c'est bon. Et apply. Là, je crée la ressource. Si je fais le get all, on a effectivement un nouveau film, Back to the Future. Par contre, maintenant, si j'ai fait une erreur et que finalement je voulais l'écriture au format romain, je peux mettre à jour ma ressource. Je valide la modification. Et cette fois, ça a appelé la méthode update qui, en principe, avec son implémentation, a fait le travail côté API. Si j'actualise, voilà, on a effectivement notre ressource qui a bien été actualisée, mise à jour avec le nouveau nom. De manière similaire, si maintenant je décide de ne plus utiliser TheFlix, ou en tout cas que je souhaite faire disparaître quelques ressources de la partie TheFlix, je les supprime dans mon fichier de configuration Terraform,
Je joue un apply. Et là, Terraform me dit, bah voilà, il y a une ressource à supprimer puisqu'elle n'existe plus dans le fichier de configuration Terraform. Voulez-vous valider? Je valide. Et si j'actualise Get All Movie, j'ai bien le film Back to the Future qui a disparu. On a donc notre plugin Terraform qui est capable de gérer une ressource dans l'ensemble de son cycle de vie, la création, la mise à jour, la lecture et la suppression. Avant de passer à l'étape suivante, je vais aller faire un petit tour du côté des questions. Alors, possible de faire un petit focus au niveau du code du provider sur les attributs des ressources et data sources renvoyées, comme on définit les différents... Comment on définit les différents... Oui, ok, je vais y repasser. On va repasser sur le code pour la partie déclaration des attributs des ressources et des data sources Terraform. Et comment on les expose, tout à fait. Donc, je repasse dessus juste après. Je n'ai rien compris. En tout cas, tu gères tes fichiers Terraform depuis l'API, je me trompe. Alors, en fait, là, on a des fichiers de configuration Terraform depuis tout à l'heure qui sont dans la partie exemple que j'ouvre, où dedans, je déclare des ressources et je les crée. Quand je crée un fichier de configuration Terraform, je déclare deux choses. Je déclare le provider que j'utilise et je déclare les ressources que je souhaite manager. Et quand je lance ma commande Terraform init, je récupère mon binaire. C'est-à-dire que moi, j'ai codé un petit truc en Go, ça l'a mis dans un fichier binaire. Et ensuite, quand je joue le apply, Terraform Core s'occupe d'appeler en RPC Terraform plugin, enfin, s'occupe d'appeler en RPC mon plugin, TheFlix, qui, lui, ira faire les appels à l'API. C'est-à-dire que l'utilisateur final, il n'utilise que Terraform, il gère les ressources intégralement avec Terraform. Et c'est le plugin qui va s'occuper de faire les appels à l'API. Y a-t-il une méthode import à implémenter avec le nouveau SDK? Alors, avec le nouveau SDK, je ne sais pas. Avec le SDK V2, oui, là, il y a une méthode d'import qui pourrait être implémentée, mais elle ne va pas être implémentée aujourd'hui. Mais effectivement, c'est une méthode qui viendrait à côté de la méthode create, read, delete. Donc, une nouvelle méthode à côté pour faire la partie import, tout à fait. Alors, petit focus sur le code. On retourne sur le code. Quand on définit notre... allez, on va passer sur la ressource. La ressource, en fait, c'est un objet qui est retourné. En fait, ici, on a une fonction qui retourne un schéma ressource. Donc ça vient du SDK de Terraform. On a dedans, du coup, une structure avec un create context, read context, etc. Et on a notamment un schéma, un attribut schéma dans la struct, qui est une map de string de schéma. Et c'est là, en fait, où on va déclarer l'ensemble des attributs de notre objet. Et c'est comme ça que Terraform va être capable de savoir quels sont les attributs de notre objet. Moi, ici, je déclare un movie avec deux attributs. Et ensuite, dans mon fichier provider.go, ici, je fais le lien. Je fais le lien entre le nom textuel que je vais pouvoir utiliser dans mon fichier de configuration Terraform. C'est-à-dire que là, TheFlix_movie, si je vais dans mon main.tf, j'ai une ressource de type TheFlixMovie. Donc là, je fais le lien entre la ressource dans le fichier de configuration et l'implémentation derrière qui sera appelée par Terraform. Et du coup, dans ce ressource movie, eh bien, je retrouve dans la partie schéma l'ensemble des attributs. C'est comme ça que Terraform sait quels sont les attributs qu'expose notre modèle, et notamment s'ils sont required ou computed. Parce que si jamais un attribut required n'est pas seté, Terraform ne va même pas s'occuper d'essayer d'appeler le plugin. Déjà, tout de suite, à la validation, il va dire stop, il manque un attribut, de toute façon, je ne vais pas plus loin, parce qu'il a été capable de lire les informations passées dans le schéma. Voilà pour cette partie-là. J'espère avoir été clair. Sinon, à la fin, j'essaierai d'y revenir si c'est toujours pas clair. Donc là, on a fait la partie lecture avec une data source, management des ressources, c'est super, on est content avec l'équipe. Par contre, on souhaiterait ajouter de l'authentification sur l'API TheFlix, parce qu'on dit qu'à présent, il n'y a plus besoin d'avoir des endpoints non sécurisés. Et du coup, c'est là que va intervenir la gestion de configuration du provider. Jusqu'à présent, le provider, on ne le configurait pas. C'est-à-dire qu'à l'import, excusez-moi, à l'import, on appelait simplement le provider et on passait aucun attribut. L'idée, ce serait de pouvoir laisser à nos utilisateurs la possibilité d'ajouter un token d'API dans cette configuration pour s'authentifier sur la endpoint. Et également, ce qui serait intéressant, c'est de leur laisser le choix de configurer leur endpoint sur lequel ils tapent. Moi, je ne sais pas si vous avez vu, mais en fait,
dans le code en dur, je tape sur localhost 2.8080 pour les tests ici en local, mais ça pourrait être intéressant de laisser la possibilité à nos clients de taper sur un endpoint de staging ou de production, par exemple, pour pouvoir faire des tests avant de run sur la production. Et bien ça, on va pouvoir le faire à travers des attributs pour notre provider. Donc on va voir ça ensemble tout de suite. On va passer dans la step numéro 4 et on va voir ce qui change. Alors, au niveau de notre provider.go, pardon. Voilà. Au niveau de notre provider, on a toujours notre ressource, notre data source, mais on a quelque chose de nouveau à côté, on a un schéma. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est la même nomenclature que pour la ressource. On définit ce qu'on appelle un schéma. Et dans ce schéma, en fait, ce sont des attributs, mais cette fois-ci pas pour des ressources, pour le provider lui-même. Donc on va pouvoir, sur notre provider maintenant, définir un endpoint. Par défaut, je le mets en localhost 8080. Cet attribut est optionnel, c'est-à-dire que Terraform ne râlera pas si jamais il n'est pas seté dans la déclaration de notre provider. Et on va aussi avoir un API token qui, lui, par contre, est required, puisque nous, on considère que de toute façon, tous nos endpoints sont protégés, donc il n'y a aucune raison de ne pas fournir l'API token, puisque dans tous les cas, ça ne marchera pas s'il n'est pas fourni. Et ça permet justement à Terraform de valider à l'avance, avant même de faire un appel d'API. Une fois que ces deux attributs sont définis, on va en avoir besoin de ces informations. C'est-à-dire que ce que va configurer notre utilisateur final, on a besoin de le récupérer et de l'utiliser, notamment au moment de faire le get. Il faudra bien que j'ai le bon endpoint à appeler et il faudra bien que j'ai le API token pour le setter dans un header spécifique. Donc pour ça, en fait, on appelle une méthode qui s'appelle configureContextFunc. Rien de méchant là. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer les informations fournies par notre client dans le fichier de configuration Terraform et on va les injecter dans une map. L'objectif de tout ça, c'est que cette map, moi, je vais pouvoir la réutiliser un peu n'importe où dans le code et notamment au moment de faire la lecture ou en tout cas l'appel à l'API. Donc là, j'ai une map, dedans, je mets le API endpoint, le API token. Et si je reviens dans la gestion de ma ressource, par exemple dans la méthode create, eh bien cette map, en fait, elle est fournie en entrée de la méthode. Cette interface qui est définie par Terraform, en entrée, il y a toujours une interface fournie en paramètres, et cette interface magie, c'est la map que j'ai configurée tout à l'heure. Du coup, à chaque méthode, je vais pouvoir, en tout cas dans chaque méthode, je vais pouvoir récupérer mon API endpoint, mon API token, et je vais notamment pouvoir, au moment de faire le post, par exemple, utiliser le endpoint qui a été défini par mon utilisateur dans son fichier de configuration, et je vais pouvoir injecter le token dans un header qui ici s'appelle xSessionToken, qui me permettra d'authentifier chacune de mes requêtes sur l'API. C'est plutôt pratique. Donc on va pouvoir faire la démonstration. Sur mon petit serveur, donc là depuis tout à l'heure j'ai un serveur qui tourne, je vais le démarrer dans une autre version, où cette fois j'ai de l'authentification. L'authentification là elle est très basique, en gros j'attends dans le xSessionToken, dans le header xSessionToken, j'attends une chaîne de caractères qui est mySecureToken. C'est juste ça, c'est très très basique, mais c'est juste pour montrer un petit peu les mécaniques. Donc maintenant, si je retourne sur Insomnia, que je fais un getAllMovie, j'ai une 403. C'est normal, je n'ai pas passé mon header d'authentification, je n'ai pas passé de token. Du coup, je peux ici, voilà, mettre mon xSessionToken en header et le token attendu. Ici, il y a uniquement mySecureToken qui fonctionne, mais bon, c'est encore une fois pas très important. Et si je fais un send, j'ai une 200, je n'ai pas de film, c'est normal, je viens de redémarrer mon serveur. Parfait. Du coup, ici, dans notre provider, on a fait la même chose. On a été en capacité de récupérer des informations, de les injecter. On va pouvoir tester ensemble et voir si ça fonctionne bien. Donc, on refait un make install pour installer cette nouvelle version qui gère à la fois l'API token et l'API endpoint. On l'installe en local. Je refais mon petit nettoyage qui ne me sert à rien des runs précédents. À présent, dans mon fichier provider, j'ai deux nouveaux attributs qui apparaissent. Tout à l'heure, il n'y avait aucun attribut de défini dans la partie provider. À présent, j'ai un API endpoint qui est configurable
Donc, moi, je l'ai remis sur la même valeur, mais je peux même le commenter si je veux, puisqu'en fait, c'est un attribut optionnel. Et j'ai mon API token qui est défini ici, qui lui, par contre, n'est pas optionnel. Et on peut faire la visualisation ensemble de ce que ça donne quand il n'est pas défini. On rejoue un init. Hop. Si je ne spécifie pas mon API token et que je demande un reply, Terraform va me demander de le saisir. Voilà. C'est Terraform qui me dit, bah voilà, provider the Flix demande un API token, merci d'entrer une valeur. Donc là, j'annule le run. Je vais le spécifier directement ici et je vais même mettre une valeur qui n'est pas bonne. MySecure token 3. Donc ça, ce run-là ne devrait pas marcher. Terraform me demande si je souhaite créer ma ressource. Je dis oui. Par contre, boum, erreur. Donc là, ici, l'erreur, elle n'est pas du tout parlante parce que dans le plugin, je n'ai pas bien implémenté les retours d'erreur, les retours messages utilisateurs. Il faudrait le faire. Mais en gros, là, ce qui vient de se passer, c'est qu'on vient de se prendre une 403 parce que l'API token n'est pas valide. Du coup, on va mettre un API token valide et on va essayer de rejouer la commande. Donc là, j'essaye de créer un film qui s'appelle Gladiator, puisque dans mon fichier main.tf, je définis un film qui s'appelle Gladiator, et j'accepte. Ok, super, là ça a marché. Et on va aller vérifier dans Insomnia, dans le Get All Movie, qu'on a effectivement un film qui s'appelle Gladiator qui a été créé. Donc là, on est assez content parce qu'au final, on a réussi à manager de la ressource sur une API dont le endpoint est configurable et avec la gestion de l'authentification via un token d'API. Donc, c'est plutôt une bonne chose, on est content avec l'équipe. Maintenant, ce qu'on se dit, c'est que ce plugin, on souhaiterait en fait le distribuer assez facilement à nos clients, mais pas en mode binaire par mail ou FTP ou n'importe quoi, ou même devoir aller sur GitHub le compiler. C'est toujours un petit peu embêtant. Et l'idée, c'est de le publier sur la registrie Terraform. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la registrie Terraform, pour ceux qui ne la connaissent pas. La registrie Terraform, donc elle est accessible sur registryterraform.io, et en fait, on retrouve ici l'ensemble des providers qui sont publiés, typiquement AWS. Je prends AWS comme exemple parce que c'est vraiment parmi celui qui est le plus utilisé. Et en fait, ça nous permet directement d'avoir des instructions pour comment utiliser le provider et d'avoir également la documentation en ligne du provider. Donc forcément, avoir notre plugin publié sur la registrie, ce serait pour nos clients une très bonne chose parce qu'ils pourraient facilement savoir comment l'utiliser, ils auraient toute la documentation, et puis ça fait aussi un petit peu plus pro, et ça permet de facilement s'y mettre à jour, faire des montées de version, de nouvelles releases, et les offrir à la communauté assez facilement. Donc pour ça, en fait, pour publier un provider, il y a plusieurs étapes à réaliser. Ces étapes, elles sont listées ici, elles proviennent du site Terraform. Moi, j'ai mis mon repo sur GitHub. Donc la première chose que je devrais faire si je souhaite publier ce provider, c'est de mettre en public mon repository. Mon repository, il faut qu'il s'appelle, parce que c'est le respect des nomenclatures que impose HashiCorp, Terraform-provider-TheFlix ici dans notre cas. Une fois que le repo est mis en public, il faut générer la documentation. On l'a vu tout à l'heure sur la partie sur le module AWS. La documentation, elle est en ligne. Donc pour ça, on a un utilitaire qui s'appelle tfPluginsDoc qui est fourni par HashiCorp qui permet de générer la documentation qui sera ensuite exposée sur la registrie. Une fois que la documentation elle est générée, que le repo est en public, il faut créer une release de notre plugin et il faut la signer, cette release. Il faut la signer avec une clé GPG. Du coup, on crée une release, on la signe avec une clé GPG. Une fois que ça c'est fait, on va sur la registrie Terraform, on s'authentifie, on importe notre clé publique GPG et on sélectionne le repo GitHub que l'on souhaite utiliser pour publier un nouveau plugin. Et on a un nouveau plugin de publier. Du coup, on se retrouve sur la registrie ici, comme pour Hypercloud. On l'a fait, on tape le nom du provider et on trouve automatiquement notre plugin, la version dans laquelle il se trouve, comment l'utiliser facilement et la documentation associée. Donc là, aujourd'hui, moi, je ne fais pas la démonstration de publier.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est impossible de dépublier un plugin qui a déjà été publié une fois. Donc, pour un plugin de démonstration, il y a peu d'intérêt à le faire. Mais la démarche, elle est là et elle est très simple. Pour résumer un petit peu, du coup, ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, on a vu comment modéliser un plugin pour le mapper au plus près du modèle de l'API. On a vu comment faire un CRUD complet sur une ressource, donc la ressource Movie, pour qu'un utilisateur final, au travers d'un fichier Terraform, puisse entièrement gérer ses ressources sans avoir à faire appel à l'API, ou en tout cas pas directement, uniquement en utilisant Terraform. On a vu comment configurer notre provider pour gérer la partie authentification sur notre API, ou laisser le choix à notre utilisateur de configurer le endpoint, l'environnement sur lequel il souhaite créer ses ressources. Et on a vu de manière textuelle comment publier sur la registry. Par contre, il y a plusieurs choses qu'on n'a pas vues. On n'a pas vu un CRUD complexe, c'est-à-dire que là, on a vu un movie simple avec une liste d'attributs à plat, un name, un ID. On pourrait imaginer que les films sont également définis par une liste d'acteurs. Et dans ce cas-là, en fait, il faut mettre en place dans le code une petite mécanique de flattenisation mise à plat et de restructuration lorsque l'on part vers l'API ou lorsque l'on revient dans Terraform. C'est pas très compliqué, c'est juste un petit peu de code. Il y a de très bons exemples fournis par HashiCorp là-dessus. On n'a pas non plus vu l'import de ressources. Ça, c'était la question qui était posée tout à l'heure. Par contre, l'import de ressources reste très proche de ce qui se fait au niveau du read et de la data source. Donc là, il ne nous manquait pas grand-chose pour faire la méthode d'import et importer des ressources. Au niveau du debug et du log, comme je disais tout à l'heure, il faudrait correctement gérer les erreurs pour avoir des retours utilisateurs qui soient plus pertinents. Typiquement, là, tout à l'heure, avoir un retour utilisateur disant que le token n'était pas valide, ça aurait été très pertinent pour l'utilisateur et ça lui aurait permis de débloquer assez facilement la situation. Pour ce qui est du debug, Terraform propose une mécanique assez simple. Vous exportez une variable d'environnement qui s'appelle tf_log. Vous la mettez à la valeur debug et au moment de faire les Terraform init, apply, etc., Terraform devient très très verbeux et ça permet notamment d'identifier des bugs lorsque les choses se passent mal, en tout cas d'identifier l'origine du bug. Et on n'a pas du tout vu la partie Terraform Plugin Framework, puisqu'on s'est concentré sur le SDK V2, et que la partie Terraform Plugin Framework, je n'aurais pas été capable de vous faire une démonstration dessus. Du coup, je tiens à vous remercier déjà d'être venu, d'avoir participé à ça. Le code, il est disponible sur le GitHub. Là, je vais repasser sur les questions. On va regarder ensemble s'il y a de nouvelles questions et essayer d'y répondre. Si plus tard, vous souhaitez travailler sur un plugin Terraform ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par Twitter ou par mail. Je serai ravi d'échanger avec vous sur le sujet. Et dernier petit point, chez Intercloud, on cherche toujours des talents, comme beaucoup d'autres sociétés. Donc n'hésitez pas à faire un petit tour sur Welcome to the Jungle si vous voulez voir un petit peu l'état d'esprit et la bonne ambiance qui règne. Et puis, pourquoi pas, à venir chez nous postuler, que ce soit au travers de la plateforme ou Malte. Enfin, je veux dire, on sera ravis si vous souhaitez participer à l'aventure. Donc, je vais revenir sur les questions et on va voir aussi s'il y a quelques points à éclaircir. Hop, je vais enlever mon partage d'écran. Alors, ok, c'est clair, du coup, nos arguments et nos attributs ont forcément le même nom. Alors, du coup, les attributs qu'on va définir dans le code Go seront forcément, oui, les mêmes attributs dans les fichiers de configuration Terraform. Question de Laurent. Comment tu gères les erreurs sur les invocations d'API et pour remonter des messages peut-être plus compréhensibles par l'utilisateur? Eh bien, ça, en fait, ça va être fait à travers la mécanique de gestion des erreurs proposée par le SDK de Terraform directement, dans lequel on va pouvoir passer des messages plus pertinents qui seront remontés dans la ligne de commande pour l'utilisateur au final. Voilà. Du coup, 1 heure. Parfait. Je vous remercie encore d'avoir assisté. N'hésitez pas à poser des questions sur Twitter si vous avez envie plus tard d'échanger sur le sujet. Je serai ravi. Merci beaucoup, Kevin, pour cette session. C'était vraiment super intéressant, super complet. Si vous avez des petites dernières questions, n'hésitez pas à le mettre dans la partie questions. Bon, ça va l'air d'avoir été plutôt clair pour tout le monde.
Du coup, merci encore, hein, Kevin, pour d'avoir animé cette Math Academy. Et merci à tous d'avoir participé, d'avoir été aussi réactifs et interactifs dans les questions. Si vous voulez voir d'autres Math Academy sur le sujet ou sur des sujets variés, n'hésitez pas à consulter notre site mathacademy.com que je vais vous mettre dans le fond. Voilà. Si vous voyez bien tous mon écran. N'hésitez pas également, si vous souhaitez faire comme Kevin a animé une Math Academy, à envoyer votre sujet en cliquant sur le bouton devenir speaker sur le site Math Academy. Et puis si vous n'avez pas vu le début de cette Math Academy, que vous souhaitez regarder, le replay sera disponible sur le site et vous aurez également le lien qui vous sera envoyé par email. Et sur ce, encore merci à tout le monde et puis très bonne journée et à bientôt pour une prochaine Math Academy. Merci Chloé, bonne journée à tous. Merci Kevin, au revoir.